Il est 6h38, Mathieu Béliard, votre invité ce matin est historien de l'art, l'un des plus grands spécialistes de Léonard de Vinci, Jacques Franck. Bonjour Jacques Franck. Bonjour Monsieur Béliard. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Ça y est, c'est le jour J, c'est le lancement officiel de cette exposition au musée du Louvre pour les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Absolument, mais déjà il y a eu pas mal d'inaugurations successives selon les spécialistes et les invités. Donc j'ai déjà vu l'exposition 2 fois, lundi et hier soir, et j'y retournerai parce qu'évidemment c'est un sujet inépuisable d'intérêt. Vous êtes historien de l'art, spécialiste de la technique picturale de Léonard de Vinci, peintre vous-même d'ailleurs. Et alors j'ai entre les mains comment on pourrait appeler ça ? C'est un petit panneau didactique qui a été présenté dans une exposition à la Galerie des Offices en 2006, et dans lequel je fais une reconstitution à la demande des organisateurs des offices de la technique utilisée dans la Joconde, particulièrement minutieuse et qui procède par couches successives translucides, il y en a une vingtaine dans la Joconde, et auquel Léonard ajoute petit à petit des touches infinitésimales du point de vue de leur dimension et qui font qu'on se trouve devant un procédé un peu inventé au XVIe siècle par Léonard qui serait une sorte d'équivalence du pixel et de la photo. C'est ça que je trouvais absolument stupéfiant. C'est vous qui avez mis au jour cette technique picturale. Absolument, j'ai travaillé 30 ans pour la comprendre. Là, ce que j'ai dans la main, c'est un format A5, pour faire très simple pour nos auditeurs. Je le montre pour Europe1.fr et c'est un œil de Mona Lisa. C'est encore un peu, regardez à la caméra d'Europe1.fr, c'est encore plus impressionnant. Ah oui, c'est étonnant. C'est très parlant. Léonard de Vinci qui a compris le pixel avant les autres finalement. Pourquoi cette exposition est-elle si importante ? Déjà parce on n'a jamais rassemblé autant d'œuvres, autant de peintures de Léonard de Vinci. J'étais assez stupéfait de découvrir qu'il n'y en a qu'une quinzaine finalement. Faites par Léonard lui-même. Mais en réalité, il n'y a pas autant de peintures que l'on dit. C'est une exposition qui est annoncée comme nombreuses en ce qui concerne les peintures, mais finalement pas. C'est surtout la part du lion revient à la présentation des manuscrits et des dessins. Oui. Là, c'est très important, évidemment passionnant. Il y a eu d'autres expositions très importantes aussi au Louvre déjà en 2003 sur les dessins. Et à la National Gallery de Londres, là, pour le nombre de peintures, c'était nettement supérieur. Il manque le Salvator Mundi, non ? Ah oui, mais le Salvator Mundi, malheureusement, je l'ai déclassé récemment et il semble que le Louvre me suive puisque dans la lecture du catalogue, j'apprends qu'on adopte l'une de mes hypothèses qui serait que le tableau aurait été fait par l'atelier, notamment par l'élève préféré de Léonard, aidé par un crack, on va dire, qui était un peintre déjà très confirmé à l'époque. Vous l'avez déclassé. Voilà, je l'ai déclassé, mais on me suit apparemment. Oui, le tableau le plus cher au monde, de toute façon, on ne sait pas où il est. Non, pas du tout. Vous savez pas ? Non, je ne sais pas. Vous ne diriez pas si vous le saviez. Non, peut-être. Alors, je ne sais pas. Simplement, sur cette exposition, c'est majeur. Il faut bien comprendre qu'en plus, ça ne se reproduira pas si facilement de rassembler ces œuvres, avoir l'homme de Vitruve qui ne sera pas d'ailleurs exposé sur toute la durée de l'exposition. Ces pièces sont fragiles, elles sont magistrales, elles sont essentielles. On l'a beaucoup raconté et expliqué. Cette exposition, on n'en verra plus des comme ça. De toute façon, de moins en moins, on va transporter des œuvres aussi fragiles. Et puis d'autre part, il faut bien se dire aussi qu'il y a nombre de peintures qui ne sont pas nécessairement fragiles a priori, mais qui sont emblématiques, qui symbolisent le musée dans lequel elles se trouvent. Donc maintenant, on ne va plus déplacer la Joconde, ça c'est terminé déjà depuis longtemps. Mais on a déjà du mal à la déplacer du Louvre au Louvre. Oui, du Louvre au Louvre. Pour cette exposition, elle n'est pas dans l'exposition. Oui, elle est très réactive à cause d'un panneau particulièrement sensible au climat ambiant. Donc maintenant on la bouge plus et de toute façon elle est quand même affectée par une fente qui évolue peut-être de façon infinitésimale, n'est-ce pas ? Mais en même temps que l'on surveille évidemment, vu la préciosité et la rareté du tableau qui est absolument unique, une merveille que j'ai tenue entre les mains 2 fois décadrée. Et d'autre part, toutes les autres peintures de Léonard deviennent de plus en plus précieuses et rares au fur et à mesure que le temps avance et il est évident qu'on ne les déplacera plus. Alors, vous dites, Jacques Franck, quand on préparait cette émission, l'exposition est à la fois merveilleuse et décevante. Merveilleuse parce que finalement, réunir quand même, c'est une très belle réunion d'œuvres de Léonard de Vinci. Les plus attrayantes, je vais dire, ce sont vraiment les choses qui sont directes, spontanées, que sont les dessins. Et il y en a beaucoup.
Donc ça, ils sont très bien présentés. Et d'autre part, il y a la présence des manuscrits, et vous avez des feuilles de manuscrits qui sont présentées, et on voit la diversité extraordinaire de l'intérêt de Léonard pour des sujets qui n'ont aucun rapport entre les uns et les autres, si vous voulez. Donc, vraiment, j'ai vu les visiteurs hier soir qui étaient absolument étonnés parce qu'ils n'imaginaient pas l'étendue des intérêts de Léonard et surtout la perfection de la réalisation de ses approches dans tous les domaines de son intérêt. Bon, maintenant, décevante pourquoi alors? Décevante parce que l'exposition se présente comme une exposition des peintures exclusivement, n'exploitant que le côté peinture de Léonard, peintre, bon, qui est majeur bien sûr, mais Léonard a laissé un témoignage important qui est un traité de la peinture, où il est le fondateur en quelque sorte de la peinture académique, fondée selon les règles d'un retour à l'Antiquité aux proportions parfaites, et donc il théorise ça, et il va écrire pendant des années, et en plus, pour nourrir sa théorie, il va entreprendre des études scientifiques pour pouvoir faire une représentation quasi à l'identique de la réalité. C'est son rêve fou. Et il va y passer toute sa vie. Il n'aura même jamais terminé. Or, cela n'est pas du tout traité dans l'exposition. On ne parle que très peu du traité. Et d'autre part, on ne fait aucun rapprochement entre les éléments du traité qui sont historiques, et c'est la voix elle-même de Léonard qui parle sur sa peinture, avec les peintures dont on dispose dans l'exposition, où on verrait s'appliquer la théorie dans les œuvres qui sont présentées. Ça, c'est complètement évacué, et d'autre part, tous les travaux que j'ai faits pendant des années également sur la Joconde, et qui me sont maintenant prouvés scientifiquement d'une part par le CNRS, qui ont été également présentés il y a une dizaine d'années au C2RMF, c'est-à-dire le laboratoire du Louvre, tout ça est évacué. Alors, juste comme ça, nos auditeurs qui vont peut-être se rendre, on approche des 300 000 réservations. Hein. La réservation est obligatoire, je le rappelle, au musée du Louvre pour cette exposition. Comme ça, nos auditeurs pourront déambuler justement dans cette exposition avec ces éléments en tête. J'aimerais aussi qu'on dise un mot de Léonard, le scientifique, parce qu'en préparant, on parle du génie, on parle du caractère visionnaire de Léonard de Vinci sur tout un tas d'objets qui ont été inventés par la suite. Parfois, on lui attribue un peu plus que la réalité. Mais sur le personnage lui-même, Léonard de Vinci n'était pas formé scientifiquement. C'est un autodidacte, un observateur de la nature. C'est important de le souligner. Oui, mais ça, c'est très important ce que vous dites, parce que Léonard a une démarche pragmatique. Au fond, un peu ce que j'ai fait en faisant de la reconstitution de sa peinture pour voir comment le geste pouvait fonctionner dans la réalité. Parce que quand on parle de peinture et qu'on parle de technique de peinture, on rentre dans le domaine de la matière et de sa logique. Bon, la logique de son organisation. Mais d'autre part, en tant que scientifique, c'est un observateur, il observe des choses tout à fait étonnantes auxquelles on n'a pas pensé. Et je pense qu'il reste à ce jour l'un des plus grands génies de l'anatomie qui ait jamais existé et qui a fait des découvertes. J'ai fait la visite hier soir avec un médecin. Un professeur agrégé de médecine, donc qui connaît très bien toutes ces choses-là, et qui était stupéfait en regardant les dessins d'anatomie de Léonard, qui sont magnifiques, de voir par exemple son exploration du crâne qu'il scie en deux. Il regarde à l'intérieur, il m'a dit, il restitue même les petits trous dans lesquels passent les vaisseaux sanguins pour irriguer tout le crâne. Donc c'est absolument extraordinaire comme observation. D'avoir vu ça et de l'avoir reproduit il y a plus de 5 siècles. Plus de 5 siècles. Et puis alors, il s'intéresse à la physique de la lumière, il s'intéresse à des sujets extraordinairement calés. Et j'ai une dernière question à vous poser. Oui, allez-y. Parce que Léonard, on pourrait en parler des heures, ça on est bien d'accord. On pourrait parler des heures et des heures de Léonard de Vinci. Oui. Il y a une question que je me pose parce que c'est juste une collusion de dates. Cet homme qui s'intéressait à tout ce qui se passait autour de lui à son époque, qui était curieux, qui reproduisait, qui avait cette soif d'apprendre finalement. Il y a 5 siècles, il est mort en 1519. Pourquoi est-ce qu'on n'a rien sur les Amériques avec Léonard de Vinci ? Ah bah ça, vous me posez une question. C'est quand même une découverte majeure de son temps. Oui, mais enfin attention, la découverte, oui, effectivement, cette concomitance, mais est-ce qu'à ce moment-là, on a des connaissances... C'est une question que je me posais. Oui, est-ce qu'on a des connaissances sur Christophe Colomb qui gravite jusqu'à l'Italie? Il faudrait savoir comment circule l'information à cette époque-là. Merci. Est-ce que Léonard pouvait en savoir? Merci Jacques Franck, merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. Alors à la fois, parce qu'on va le mettre sur europe1.fr, ce travail que vous avez réalisé, c'est vous qui l'avez peint. Vous êtes peintre, historien de l'art,
spécialiste de Léonard de Vinci, mais en particulier de la technique picturale voilà. de Léonard de Vinci. Et je montre cette photo. Voilà, je vais cacher ma tête. On va montrer l'œil de Mona Lisa pour terminer cette interview. Jacques Franck, merci beaucoup. L'exposition Les 5 siècles de la mort de Léonard de Vinci. L'exposition démarre aujourd'hui pour le grand public. Je vous rappelle qu'il faut absolument réserver. Vous ne pouvez pas y aller comme ça en vous promenant près du Louvre. Réservez et allez-y. Il y a déjà presque 300 000 réservations. Merci beaucoup Jacques Franck. À très bientôt. Il est 6h48.